Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir cette semaine Laurent de la Clergerie. Bonjour. Bonjour. Tu es PDG du groupe LDLC, donc on connaît bien pour site e-commerce, alors je ne sais plus si on dit high-tech, électronique. Oui, high-tech, électronique, matériel informatique en Matériel général. informatique, ok. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors on va commencer par la séquence David rencontre Goliath, où tu vas faire face à une start-up et on va parler d'un sujet particulier, mais vous n'êtes pas dans le même secteur, tu verras. Ensuite, il y aura l'interview en coulisses où on va vraiment parler de ta vie de dirigeant, on va remonter un peu aussi dans le temps et on terminera par l'interview chrono, qui, comme son nom l'indique, est une série de questions-réponses très rapides. Ok. Voilà. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Et maintenant, on va pouvoir passer à la séquence David rencontre Goliath. Et donc, la start-up qui va te faire face, c'est Carbo. Et donc, je suis ravie d'accueillir son PDG, Simon Le Tourneau. Bonjour. Bonjour Charlie. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, vous n'êtes pas du tout dans le même secteur. D'ailleurs, tu peux dire, allez, en une phrase, que fait Carbo ? Carbo, on aide les citoyens et les petites entreprises à prendre conscience de leur empreinte carbone, faire leur bilan carbone pour le réduire. Voilà, donc pas trop de lien, on va dire, avec l'high-tech, même s'il faudra quand même un moment réconcilier les deux. Voilà. Tout à fait. Mais non, on voulait parler surtout aujourd'hui de la semaine de 4 jours, parce que c'est des initiatives que vous avez mises en place tous les deux. On trouvait intéressant de voir, déjà peut-être toi, Simon, comment t'es venue l'idée puis je vois en plus que tu as ramené un livre qui est pile sur ce sujet. Merci beaucoup. Très rapidement, chez nous, la semaine de 4 jours, c'est, on va dire, la figure de proue d'une vision un peu philosophique de l'entreprise et de l'organisation. Nous, ce qu'on défend chez Carbo, c'est quoi une organisation, une entreprise écologique et militante. Et pour nous, la semaine de 4 jours, c'est j'aimerais bien avoir la confirmation, mais ça permet d'être écologique, ça permet d'être féministe, ça permet plein de choses, et ça permet surtout de se réapproprier le temps, ce qui, je pense, nous permet d'être heureux collectivement. Alors, c'est vrai ? Alors, ce n'était pas une démarche écologique au départ, même si ça en fait partie, puisqu'un jour de moins de travail, ça génère moins de déplacements, ça génère plein de choses qui sont dans le sens écologique. Mais la démarche du départ, c'était vraiment se réapproprier le temps, redonner du temps aux salariés, reprendre le temps d'avoir un vrai équilibre entre vie perso et vie pro. Et l'idée, elle était venue de Microsoft, qui l'avait mis en place au Japon pendant 1 mois, qui à la fin a décidé de ne pas continuer. Mais ça a planté une graine. Et cette graine, je l'ai fait germer en disant, moi, ça me plaît, je vais tester, je vais le mettre en place. D'accord. Et vous l'avez mis en place dès le début chez Carbo ou c'est venu après ? Alors nous, on l'a mis en place depuis plus d'1 an maintenant. On est 60 collaborateurs. Et donc maintenant, tout le monde est en semaine de 4 jours, le mercredi ou le vendredi. Et si je peux rebondir sur ce que tu disais, Laurent, c'est ça, c'est comment on arrive dans l'écologie à se réapproprier le temps pour soi, pour les autres, les relations avec les autres, et puis le temps écologique de la planète. On ne peut pas avoir des cerises toute l'année, par exemple. Et donc, toi, comment ça s'est passé ? C'est tout le monde l'a fait ? On pouvait choisir parce que, tu vois, le mettre en place à ce niveau-là... Alors, en fait, oui, puisqu'on est 1000 collaborateurs et que l'idée pour moi, c'était que ça s'applique aux 1000 collaborateurs, que ce ne soit pas un choix. Ça a été imposé au départ. Ça fait 3 ans qu'on l'a mis en place. L'idée est 4 ans en arrière. Et en fait, on a dû revoir tout le planning de l'entreprise pour pouvoir l'adapter. C'est n'importe quel jour de la semaine, avec une seule contrainte. On est une grosse entreprise, on doit fonctionner totalement normalement, c'est-à-dire qu'on fonctionne 5, 6 ou 7 jours par semaine suivant les métiers. Et le client ne doit pas se rendre compte que les salariés derrière sont sur des plannings de 4 jours. Donc tout a été construit autour de ça. Et aujourd'hui, l'intégralité des salariés fonctionne en 4 jours. Donc tu penses que on peut scaler le modèle de coup de 4 jours ? Merci beaucoup, très inspirant déjà, parce que souvent on se dit toujours oui, une start-up c'est trop tôt. Je pense que c'est jamais trop tôt pour le mettre en place. Il faut le mettre dès que possible en place parce que ça change la façon de penser de l'entreprise. Nous aussi, on fonctionne. Alors nous, on est en semaine l'entreprise travaille en 5 jours. Les collaborateurs sont en semaine de 4 jours. Effectivement, nous, c'est mercredi ou vendredi, mais on a repensé, je pense un peu comme vous, l'ensemble des méthodes de travail en interne. Donc on travaille beaucoup en asynchrone. Il n'y a aucune réunion chez Carbo qui commence plus de 3 ou 4 minutes en retard. On finit à l'heure. Je vois des bonnes pratiques qui sont connues, qui nous permettent en fait d'avoir une plus grande intelligence collective et d'être plus efficace collectivement. Et on a aussi revu une partie des objectifs quand même de manière adaptée en fonction des différents métiers. Ouais. Vous avez organisé pas mal de choses aussi ? Alors en fait, pour le coup, quand on s'est lancé dans le projet, on a posé les plannings des 4 jours, mais on ne s'est pas posé la question de comment on allait fonctionner. Il faut savoir qu'au moment où j'ai mis la mesure en place, on est passé à 32 heures derrière. Donc je m'étais dit, on va devoir recruter, puis on recrutera en fonction des besoins, on s'adaptera. Mais on n'a pas du tout pensé la méthode de travail. Et c'est plutôt dans la pratique, effectivement, on s'est retrouvé dans des bonnes pratiques,
de façon automatique, parce qu'en fait c'était nécessaire, puisque en plus en étant absent tous les jours, il a fallu organiser le travail de chacun autour des autres, parce que très clairement, au moment où on l'a mis en place, autant on n'a eu aucune difficulté à le mettre en place vis-à-vis du client extérieur qui ne s'en rendait pas compte, mais autant en interne, on a cassé les rythmes et il a fallu que les services entre eux et tout ça réadaptent leur rythme. Et on a eu quelques changements dans les 3 premiers mois liés à ça, parce qu'effectivement, la communication interne était plus compliquée. Et le passage de relais, parce que c'est pareil, quand on est absent un jour, c'est quelqu'un d'autre qui va faire le travail quand on a un client en face. Et donc forcément, il a fallu adapter les méthodes de travail au fait qu'on doit être constant dans le service qu'on délivre. Et donc quel gain, vous avez observé les gens sont plus productifs? Alors non, j'aime pas trop ça, parce que c'est vraiment pas l'idée de la semaine de 4 jours. L'idée, c'est, alors je fais la petite dédicace, mais Paresse pour tous, c'est un roman dont on parlait juste avant, où c'est un candidat à l'élection présidentielle qui propose la semaine de 15 heures. Et c'est très utopique, mais c'est vraiment ça la philosophie. L'idée, c'est de vraiment moins travailler pour être plus heureux, quoi. Après, on observe, c'est une collaboratrice qui nous disait il n'y a pas longtemps, non mais la semaine de 4 jours, c'est génial. Après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de débats. On vous propose de travailler moins pour le même salaire. On peut parler pendant longtemps, mais si c'est bien fait, bien organisé, ça me semble assez évident. Et vous avez vu vraiment une différence là? Alors très concrètement, comme je le disais, au départ, le but était de dire on va compenser les heures et on ne vous demande pas de travailler plus. C'est un cadeau et l'entreprise l'assume et c'est juste pour avoir un meilleur équilibre de vie pro-perso. Dans les faits, on s'est rendu compte depuis que les gens travaillaient beaucoup plus et étaient beaucoup plus efficaces en 4 jours qu'ils ne l'étaient avant en 5 jours, 35 heures. Mais à aucun moment, on a cherché ça. Mais en réalité, on se rend compte que c'est le cas. Et on se rend compte que c'est le cas parce que finalement, une fois qu'on se réapproprie son temps perso, on ne ramène pas ses problèmes au boulot. Et pendant les heures de travail, de façon naturelle, et j'insiste sur le mot naturel, on est plus dans son travail et du coup, on est plus efficace. Et on peut cumuler télétravail 4 jours ou pas? Exactement. Nous, dans cette idée d'être vraiment une organisation écologique, la semaine de 4 jours, c'est une des figures de proue, mais on est en transparence des salaires, en gouvernance partagée, on n'a pas de variables individuelles, et donc on a vraiment poussé, on a une grande politique de télétravail. Évidemment, le télétravail permet de se réapproprier le temps des trajets, et par exemple, pas prendre le train au même moment, et donc potentiellement... que ce soit moins cher. D'ailleurs, on a tout référencé dans ce qu'on appelle un culture book sur Carbo, où on référence un peu toutes les bonnes pratiques qui sont écologiques, ou en tout cas qu'on essaye de mettre en place. Et peut-être pour finir, nous, on a observé aussi des effets de bord intéressants que je n'avais pas forcément imaginés. C'est comme nous, c'est le mercredi ou le vendredi, quand il y a des gens qui ont, par exemple, aujourd'hui, la journée de vendredi, on a très peu de réunions, si on est ceux qui travaillent le vendredi. Et donc, c'est vraiment des journées de deep work, donc de travail intense, ou sur le sujet de fond. Et donc, c'est des effets de bord qu'on avait un peu sous-estimés, même pas imaginés, qui sont très chouettes. Mais en termes d'équilibre, ça me semble nécessaire et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on va porter plus globalement. Je suis ambassadeur du mouvement Impact France aussi, et donc c'est des choses qu'on va essayer de porter dans la vision un peu du futur du travail. Ouais. Ok, écoute, super intéressant, j'imagine. Voilà. Les gens pourront donc lire le roman, tu m'as dit, le Paresse pour tous, qui a dû inspirer des entrepreneurs comme Laurent. Ça a l'air sympa. Merci beaucoup, Simon, d'être venu partager cette expérience. Et on va pouvoir passer à la séquence en coulisses. Alors, j'ai lu que l'envie d'entreprendre t'est venue en regardant une émission avec Bernard Tapie et que même à l'âge de 12 ans, tu voulais déjà être PDG. Tu disais, je veux être PDG quand je serai grand. Alors, qu'est-ce qui te fascinait à la fois chez Bernard Tapie et sur le fait d'être PDG ? Alors, chez Bernard Tapie, le côté entrepreneur qui reprend des boîtes, j'avais pas toute l'histoire, j'étais jeune, mais vraiment ce côté entrepreneur qui entreprend, qui reprend des boîtes, qui relance, il y avait cette fascination par rapport au personnage. Et cette envie que j'ai toujours eue. Et l'histoire des 12 ans, c'est qu'en fait, en 5e, j'ai écrit une rédaction où j'ai dit que je voulais être PDG, c'était le sujet de la rédaction, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Cette rédaction, j'ai retrouvée, et la première phrase de la rédaction, c'est depuis que je suis en maternelle, je veux être PDG. Donc je peux même dire qu'en gros, depuis que j'ai 5 ou 6 ans, j'ai toujours voulu le faire. Il y a vraiment cette notion de vouloir faire les choses, de vouloir quelque part créer mon monde. Tu l'as fait, alors pas tout de suite avec LDLC, mais en tout cas avant, j'ai vu qu'en dehors du service militaire, tu as créé un logiciel donc, de gestion de devis auprès des concessionnaires, alors RVI, qui maintenant s'appelle Renault Trucks, et RVI a même voulu racheter ce logiciel. En fait, j'ai créé la société au départ, pas du tout pour faire LDLC, et d'où le nom qui n'a rien à voir avec l'activité, mais justement pour vendre ce logiciel que j'avais fait à RVI, logiciel qu'ils n'ont jamais acheté. Et moi, je me suis retrouvé avec une société que j'avais créée et plus rien. Donc voilà, après, je me suis lancé dans du développement. Je n'avais pas codé sur Internet.
Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais apprendre à faire un site internet. Qu'est-ce que je pourrais mettre dessus? Je ne sais pas faire grand-chose. Je vois un peu de matériel à des amis. Bah tiens, je vais faire un site de vente de matériel informatique. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Mais alors, comment on fait? Parce que là, ça a l'air, aujourd'hui, je ne vais pas dire que ça a l'air très simple de monter un site e-commerce, mais bon, tu as quand même des outils comme Shopify et tout qui t'aident beaucoup. Là, on est quand même en 97. Comment on lance un site e-commerce en 97? Alors pour le coup, à l'époque, il n'y a rien. C'est tout le contraire. On ne paye même pas sur Internet par carte bleue, ça n'existe pas. On paye par chèque. Donc on est vraiment au début. En fait, on n'a pas d'outils, donc on code le site de A à Z. Alors il est beaucoup plus simple que les sites qu'on trouve aujourd'hui. Il n'est pas aussi structuré ou autre, mais en fait, on développe tout le site avec ses mains, j'allais dire. Tu as fait tout seul ou t'as eu... J'ai fait tout seul au départ, et puis 3 ou 4 ans plus tard, j'ai été accompagné et j'ai délégué toute la partie. Aujourd'hui, je gère plus toute cette partie-là. Mais j'ai commencé, je suis développeur de formation, enfin je ne suis pas développeur, j'ai appris à coder depuis l'âge de 10 ans. Et c'était plus l'occasion justement d'apprendre à le faire et de créer un des premiers sites dans le domaine. Ouais, en fait, c'était à peu près au même moment de la création d'Amazon. Amazon s'est créé un an avant, 97, un an avant aux US. Et d'ailleurs, à l'époque, pour pouvoir héberger le site LDLC, mes serveurs étaient aux US parce qu'il n'y avait rien pour le faire en France. Ah oui, effectivement, pas encore OVH. Non, il n'y avait pas tout ça. Donc, et au niveau du paiement, tu disais qu'on ne pouvait pas payer au départ, d'ailleurs, comment tu faisais? Au départ, on passait la commande sur Internet, on avait le panier qui se remplissait, et à la fin, on envoyait son chèque. Ah oui, ok. Et je livrais après quand on recevait le chèque. Et comment tu as atteint le premier million là, de revenus? Alors, la première année, même pour l'histoire, j'ai fait 100 000 francs, soit 15 000 euros de chiffre d'affaires, pour dire que c'en était vraiment au début. Le premier million, j'ai dû l'atteindre 2 ans plus tard, en euros cette fois. En fait, alors, on est vraiment dans le début d'Internet, il n'y a pas de publicité déjà, il n'y a pas de bannière ou très peu. Et puis, il y avait un site qui marchait, qui était leader en France à l'époque, qui s'appelait Hardware FR. Et la petite histoire, c'est que c'est un étudiant qui gérait ce site. Son ordinateur est tombé en panne. Et je lui ai dit, je t'offre un ordinateur en échange d'une bannière en haut de ton site. Et j'ai eu cette bannière, et comme son site était leader et qu'on était sur le même sujet, je vendais de l'informatique et lui parlait d'informatique, automatiquement, il m'a amené énormément de clients. Enfin, énormément. Aujourd'hui, on dirait que c'est rien du tout. C'était 15 commandes par jour, mais c'était énorme. Et ça a lancé le site et l'activité. Ok. Et alors, j'ai vu que tu avais fait après venir ta sœur Caroline et ton frère Olivier dans l'entreprise. Ça aussi, c'était un rêve d'avoir une entreprise familiale? Non, ça ne s'est pas calculé. C'est les hasards de l'avancée de l'entreprise. Ma sœur, en fait, a fini ses études un an plus tard. Et puis, elle s'est dit, le temps de trouver un job, je vais t'aider. Et puis, elle n'est jamais partie. Et mon frère avait commencé dans un cabinet d'audit. Et puis, à un moment, on a voulu rentrer en bourse en l'an 2000. Il est venu nous aider sur le projet. Il a commencé à s'impliquer dans 2-3 trucs pour construire le projet. Et puis, pareil, il a décidé d'y rester. Et puis, il n'est pas parti non plus. Alors, justement, en 2000, tu veux rentrer en bourse pour lever 3 millions d'euros. Alors, on était quand même en pleine bulle Internet. C'était pas un peu loufoque, là, cette idée, quand même? Alors, au moment où on lève, c'est une anecdote qui est amusante, c'est que la boîte est valorisée 15 millions d'euros. Et on voit les bulles, les boîtes qui vont dans tous les sens. Et quand on fait un dossier en bourse, on prépare son dossier, on justifie la valeur de la boîte. Et du jour au lendemain, je regarde les prix, je dis mais pourquoi on y va à 15, on peut y aller à 30. Et on a refait tout le dossier pour y aller à 30. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu parce qu'en fait, on est rentré en bourse le 13 avril 2000 et le 12 avril 2000, c'était le crack Internet. Et on a failli ne jamais pouvoir rentrer en bourse à ce moment-là, ce qui aurait été compliqué parce qu'on avait engagé beaucoup de frais. Mais c'est passé de justesse. Les gens qui s'attendaient à avoir très peu d'actions ont eu tout ce qu'ils voulaient, donc il y a eu une chute du cours derrière. Mais en tout cas, ça a permis à l'entreprise de lever 3 millions et de continuer à avancer. Bon, alors après, les années passent, super croissance. On ne va pas faire d'année en année, mais à un moment, donc en 2004, tu atteins 145 millions d'euros de revenus. Et après, ça retombe en 2006 à 123,9. Et c'était la faute d'un bug informatique. En fait, entre 2005 et 2006, on change toute notre logistique puisqu'on grandit très très vite. Comme tu le dis, on est passé de 2017 millions à 143 millions 4 ans plus tard. Donc on a déménagé 2 fois entre-temps. Enfin, tout allait très très vite. Et on change notre logistique à ce moment-là et la logistique ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on est incapable d'envoyer les colis des clients. On a les stocks, on a tout ce qu'il faut, mais le logiciel ne sort pas les trucs. Donc effectivement, pendant 3 mois, on va se retrouver à être quasiment incapable d'envoyer une seule commande. Ce qui va créer... c'est l'année où on a failli tout perdre, si j'ose dire.
en interne, le 14 juillet de cette année-là, je me rappelle très bien, on était désespérés et j'avais dit, si aujourd'hui un de nos concurrents qui s'appelle Rue du Commerce nous appelle, je suis prêt à leur vendre la boîte 1 euro pour qu'ils la sauvent. Au final, c'est pas ce qui se passera. Et d'ailleurs, si tu suis les actualités, tu as pu voir qu'on devrait racheter Rue du Commerce. Alors, je n'ai même pas vu. On a annoncé ça il n'y a pas longtemps. C'est en cours de finalisation. Donc, l'histoire s'est complètement retournée. Ça va. Alors, et donc, c'était majoritairement de l'e-commerce. Mais alors, tu avais ouvert déjà un magasin, je crois, en 98, en tout cas fin des années 90, près de Lyon, en tout cas. Mais en 2006, c'est là où tu ouvres vraiment deuxième magasin et que tu vas dans une dynamique plus sur le physique. Pourquoi est-ce que tu as attendu effectivement d'avoir autant de temps pour aller sur le physique et puis un système de franchise en plus? En fait, au départ, on est sur Internet. On a un modèle qui n'a pas de coût. C'est l'avantage comparé au retail. Et puis très rapidement, en fait, on va arriver. Le marché global de l'informatique sur Internet va prendre 25 ou 30% des parts de marché au total. Et à ce moment-là, je me dis, on est à 25% de part de marché, mais de toute façon, on n'ira jamais à 100. Parce que le particulier, enfin le client, va toujours aller en boutique. Il y a le plaisir de se balader, plein de raisons. Et donc, je pense qu'on est à saturation. Donc, si maintenant on veut grandir, on n'a pas le choix. On doit venir dans le retail et on doit venir s'installer dans le retail pour prendre les parts de marché sur le marché du retail. Et c'est ça la raison qui fait qu'on y va. Au moment où on prend cette décision, c'est aussi le moment où tout le monde dit le retail est mort. Et je me rappelle que le jour où j'arrive dans l'entreprise et que j'annonce qu'on va ouvrir des boutiques, on me regarde et on me dit « Laurent, je crois que tu n'as pas compris ce que tu es en train de dire. Tu veux aller là où on est en train d'annoncer que ça va mourir. » Et je leur explique justement « Bah non, le client aura toujours envie de sortir, aura toujours envie d'aller dehors, donc on doit y aller. » Et aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas eu tort. Voilà. C'est une fameuse stratégie un peu omnicanale que tout le monde en fait a développée pratiquement. Alors donc LDLC au fur et à mesure c'est devenu un groupe on peut dire. Alors vous êtes diversifié. Alors j'ai pas fait toute la liste parce qu'en fait c'est assez fou dans la puriculture avec l'armoire de bébé, l'installation de matériel de réseau DLP Connect, l'édition de logiciels aussi, Anicop. On peut tout faire une fois qu'on a fait un site e-commerce? Non, je ne dirais pas qu'on peut tout faire, mais en fait, les projets que tu racontes, c'est des projets internes. C'est-à-dire que c'est des salariés qui, un jour, sont venus me voir en me disant « j'ai une idée ». Et on va accompagner ces idées et l'opportunité de quelqu'un qui a envie de grandir, qui a envie d'aller sur autre chose. Et plutôt que de les laisser partir, on sait qu'ils ont les compétences, ils n'ont pas les moyens de lancer leur projet, on les accompagne dans le lancement. Et en fait, tous les projets que tu viens de citer, c'est des projets qui ont été créés par des salariés qui avaient envie de faire autre chose et à qui on a dit « OK, on y va avec toi ». Ah, et ça fait comme c'est quoi l'intrapreneuriat, comme on dit Ce qui crée de l'intrapreneuriat et puis des projets, des nouvelles idées. Il y a eu, là tu cites ceux qui ont réussi, il y en a quelques-uns qui ont raté sur le chemin. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire, si on peut aider ceux qui sont chez nous à faire autre chose, on y va. Et après, ils ont un peu d'equity ou pas dans la boîte aussi? Ils ont un peu d'equity dans la boîte parce qu'on leur laisse une part pour qu'ils soient intéressés à ce qu'ils font. Oui, c'est intéressant. Un peu comme un start-up studio. Exactement. Modèle, mais en mode, j'ai un salarié qui a envie d'aller plus loin. Ouais, ok. Et justement, c'est juste sur les secteurs qui sont attaqués. Enfin, voilà, il y a vraiment de tout. Et tu mettais des stops ou pas, justement, à des salariés où ils pouvaient aller vraiment vers n'importe quel secteur où il y en a un où tu dis non. Non, j'avais plaisanté une fois en disant s'il y en a un qui veut lancer une chaîne de pizza, il y en a déjà des tonnes, c'est pas la peine. Il faut que ça ait un peu de lien avec ce qu'on fait, avec les métiers qu'on a aujourd'hui, qu'on s'y retrouve. Mais non, il n'y a pas de réel stop. Après, voilà, c'est que ce ne soit pas complètement à l'opposé de ce qu'on fait. Donc, tu disais qu'il y en a qui n'ont pas marché. Alors, moi, j'avais noté les activités de Maginea, qui étaient spécialisées dans l'équipement de la maison à l'extérieur des bâtiments. Qu'est-ce qui pêche? Pourquoi ce type de projet ne marche pas? Marché trop concurrentiel, trop bataillé sur les prix, qui n'a pas permis de rentabilité. Et au bout d'un moment, on a arrêté. D'accord. Ok. Alors, j'ai vu que là, très récemment, alors je n'ai pas vu pour Rue du Commerce, on en parlera peut-être un petit peu après, mais en début de mois, LDLC a été victime d'une cyberattaque, une fuite de données, alors justement sur les clients en boutique, pas sur le site. Comment est-ce que toi, tu réagis en tant que dirigeant quand tu apprends ça? Alors, très honnêtement, la première chose que j'ai demandé, c'est qu'est-ce qui est sorti comme données. Et quand j'ai vu qu'en fait, il n'y a pas de données stratégiques, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas... je m'inquiète pas trop, parce qu'en fait, c'est des données que globalement les pirates ont déjà. Puisque aujourd'hui, on l'a vu quelques jours après, c'était la NVE avec 45 millions d'adresses. J'ai fait, voilà, ça se recoupe, ils les ont récupérées ailleurs. Cela dit, la deuxième réaction, une fois qu'on se dit, ok, l'attaque n'est pas grave en soi vis-à-vis des données qui sont sorties, par contre, on a une faille. Et là, il faut qu'on mette les moyens parce que ça ne doit jamais se reproduire, ce genre de faille, parce que là, on a de la chance, ils ont pris quelque chose
qu'il n'y a pas de conséquences, mais la prochaine fois, s'ils passent et qu'ils arrivent sur des données plus conséquentes, ce sera dangereux. Donc c'est plus comment on a eu cette faille et comment on fait pour que ça ne se reproduise pas. Ok. Et donc, je reviens rapidement sur rue du Commerce. Là, je rebondis. Mais c'est parce qu'en fait, tu as grossi surtout en créant, enfin, de manière organique, hein, jamais par acquisition. Donc là, pourquoi Alors, on a atteint 350 millions sans aucune acquisition. Et à partir de là, on a commencé à en faire. On a acquis Matériel.net, on a acquis Top Achat, on a acquis une boîte qui était spécialisée Apple qui s'appelle BIMP, puis une autre qui s'appelle Actimac. Et aujourd'hui, rue du Commerce, on devrait finaliser prochainement. Aussi pour justement avoir plusieurs types de communication. Rue du Commerce, la stratégie qui est derrière, en fait, c'est d'aller sur le grand public parce qu'on est connu comme des spécialistes, on est très spécialistes. Rue du Commerce, c'est beaucoup plus grand public et c'est un domaine qu'on veut attaquer, enfin, dans lequel on veut être plus présent. Et c'est la raison aussi de l'acquisition. D'accord. Bon, alors, rien à voir, mais quand même, je trouve ça intéressant à évoquer. Tu as participé à l'émission Patron Incognito, dans laquelle donc, il y a des dirigeants d'entreprises qui se font passer pour des demandeurs d'emploi en reconversion. Donc, ça permet d'aller voir un peu les équipes et puis repérer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et tu as été relooké en Fabien. Et tu as même été jusqu'à, j'ai vu, raser ta tête, voilà, pour pas qu'on te reconnaisse, vous savez, sinon c'est pas évident. Mais en gros, qu'est-ce que tu as été faire dans cette galère ? Alors en fait, l'émission, je voulais pas la faire. Ils sont venus même 2 ans avant me le proposer, je voulais pas. Et c'est la com qui a insisté parce que comme on est passé à la semaine de 4 jours, ils m'ont dit, Laurent, c'est le meilleur moyen de montrer ce que c'est que les 4 jours de l'intérieur. Et donc j'y suis allé pour ça. Honnêtement, l'émission est géniale parce qu'on passe 3 jours avec un salarié qui ne sait pas qui on est et qui va se dévoiler totalement parce qu'il parle ni à son patron ni à un collègue et donc il raconte son histoire. Et de la même façon pour le salarié, et ça on ne le perçoit pas quand on voit l'émission, on voit le salarié qui à la fin est presque un ami du patron, on se demande mais pourquoi ? Parce qu'on a passé 8 heures avec chacun d'entre eux. Et lui non plus n'a pas parlé au patron toute la journée, il a parlé à quelqu'un de façon totalement normale. Donc une fois le stress passé de la révélation, en fait il retrouve la personne à laquelle il a parlé et c'est plus son patron quelque part, c'est une personne avec qui il s'entend bien, il a passé 8 heures et ça crée une relation très spéciale. Donc ça donne une vision de l'entreprise très honnête, avec une transparence totale et qu'on n'aurait jamais eu si on n'était pas grimé, caché. Et de l'autre côté, c'est très bien accueilli par les autres salariés de l'entreprise qui sont très contents qu'on prenne ce risque. Et puis, finalement, cette expérience que je ne voulais pas faire, j'aurais vraiment regretté de ne pas l'avoir fait parce que c'est pas truqué. C'est un truc qui est juste génial en vrai. Et qu'est-ce que tu as appris sur la boîte ? Qu'est-ce que tu as peut-être découvert des choses ? Le truc le plus, et que n'importe quel patron dira, c'est qu'on peut avoir le sentiment qu'on découvre les choses et autres. Surtout, je me suis rendu compte que les choses qui ne fonctionnaient pas, c'est des éléments qui ne remontent pas. Parce que tout ce que j'ai pu voir, quand j'en ai parlé avec les salariés en question, ils m'ont dit « mais je l'ai déjà dit ». Et donc oui, on voit des choses qui ne marchent pas, mais ils le savent. La seule chose, c'est que ça ne remonte pas la chaîne hiérarchique, parce qu'à un moment dans la chaîne, il y a quelqu'un qui se dit « oui, mais ce n'est pas important ». Sauf que oui, c'est vrai que ça pourrit la vie du salarié tous les jours et que si c'est important, et c'est plus ça qu'on se dit, comment je peux faire pour que ces petits points de détail qui, effectivement, arrivés à un certain niveau, on peut se dire ça compte pas, mais parce qu'on ne le fait pas tous les jours, comment on pourrait faire pour que ça soit pris en compte. Alors ce que j'ai vu, ça a été pris en compte depuis, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses aujourd'hui encore qui arrivent dans la boîte, d'où à un moment, quelqu'un va bloquer parce qu'il va se dire non, ça sert à rien, alors qu'en fait, je dis souvent, c'est celui qui sait ce qu'il faut faire, faites-lui confiance. Et toi, tu te définirais comment comme manager, c'est quoi un peu ton style ? Alors moi, il y a une phrase que je dis à toutes les personnes qui vont travailler pour moi, c'est moi je te vois, mieux je me porte. Et je dis tout de suite après, par contre, dès qu'il y a un souci ou dès qu'il y a quelque chose de bien à me raconter, tu es dans mon bureau tout de suite, t'attends pas à la réunion. J'ai pas de réunion toutes les semaines, j'ai pas de réunion tous les mois, on se voit quand il y a besoin de se voir, ça peut être tous les jours si à un moment il y a besoin de se voir tous les jours, ça peut être tous les 3 mois si il y a besoin de se voir tous les 3 mois, mais c'est dans la confiance. C'est ce qui est capital pour moi, c'est le mot-clé du fonctionnement d'une boîte, c'est si on est en confiance, après, on peut tout faire. Alors j'ai vu que ton pseudonyme, c'était The Fox. Tout à fait. Quoi ? On veut savoir. Le renard. Parce qu'en fait, ça vient de très loin. Ça vient de quand j'étais jeune aussi. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais malin et rusé. Et quand jeune aussi, j'ai voulu me mettre un pseudo. J'ai pris le renard et je ne l'ai jamais quitté. Ok. Et aussi, j'ai lu que dans une interview, tu disais que c'était un dirigeant qui était bien dans ses baskets. Mais est-ce qu'il y a encore des choses, tu te dis, que tu peux t'améliorer ? On peut toujours s'améliorer parce qu'il y a toujours des choses, on parlait d'écologie, enfin même dans la démarche, il y a des tas de choses qu'on peut améliorer, nul n'est parfait. Mais oui, je profite et je m'éclate. Et c'est ce que je trouve important, c'est justement ce côté,
je partage une histoire avec les équipes et j'ai envie qu'elles la partagent avec moi, c'est-à-dire que c'est réciproque. Et j'essaie, et c'est pour ça aussi les mesures qu'on met en place, tout en se rendant compte, et c'est pour ça que je communique beaucoup dessus à l'extérieur, que finalement, quand on partage, quand on est bien ensemble, quand on se considère les uns les autres, l'efficacité est démultipliée et qu'on crée des trucs assez incroyables. Alors, j'ai aussi vu que tu passais beaucoup de temps à boursicoter, jouer au poker en ligne. Donc, un hobby qui pourrait donc te permettre de gagner bien mieux ta vie qu'aujourd'hui, c'est ce que tu dis. Et donc, un dirigeant, de toute façon, c'est jamais motivé par l'argent, il ne faut pas. Je vois que tu as lu beaucoup de choses. Non, alors, personnellement, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Et alors, je dis ça et en même temps, je dis que j'aimerais gagner beaucoup d'argent. Et pourquoi je dis que j'aimerais gagner beaucoup d'argent ? Parce que j'aimerais investir et faire plein de projets. J'ai plein d'idées dans la tête, mais à titre personnel, de ma vie personnelle, j'ai pas besoin de tant que ça. Par contre, oui, j'ai besoin de boîtes rentables parce que si je pouvais faire des choses incroyables, j'aurais besoin d'argent pour le faire. C'est pas ce qui me motive. Il y en a qui sont motivés par ça. Moi, ce qui me motive, c'est vraiment de créer, de faire évoluer les choses et de les faire évoluer positivement. Et pour ça, il y a besoin d'argent, donc j'ai besoin d'en gagner. Mais je sais pas, j'ai des baskets, tu dis je suis bien dans mes baskets, je suis en basket. Voilà. Bon, bah, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et on va pouvoir passer maintenant à l'interview chrono. Alors, tu as combien d'appareils électroniques chez toi ? Waouh, trop. Voilà. Est-ce que tu as une autre idole comme ça, mis à part Bernard Tapie, tu citais ? Des tas. On m'a posé une fois la question à qui j'aimerais bien dîner. En vrai, j'aimerais dîner avec tellement de monde. J'adore les gens qui font des podcasts, qui voient plein de monde et j'aimerais être à leur place pour pouvoir parler avec tout le monde. L'application que tu utilises le plus ? C'est un jeu, c'est Candy Crush. Voilà, il faut le dire. Et est-ce que tu veux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française ? Ça revient un peu avec la question d'avance, ce serait Xavier Niel, parce que je trouve admirable tout ce qu'il a fait depuis le début et où il en est arrivé. Et des fois, je suis jaloux parce qu'il a des moyens qui lui permettent de faire des tas de choses que j'aimerais faire. Alors, je t'avais demandé entrepreneuse, donc on va être... Entrepreneuse ? Oui. Ah pardon, c'était pas entrepreneur. C'est bien pour Xavier Niel, hein, mais... Entrepreneuse, alors je vais aller dans beaucoup plus... C'est pas entrepreneuse, c'est dirigeante d'un club de basket, c'est Marie-Sophie Obama qui gère l'LCSL féminin et qui a créé en AFI une entreprise à mission avec une vraie mission sportive et de rétablir les filles de leur donner de la confiance et je trouve génial tout ce qu'elle met en place constamment. Super. Tu es plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok ? LinkedIn, très clairement. C'est là que je communique tout ce que je fais. Où as-tu passé tes dernières vacances ? Dernières vacances aux États-Unis avec les enfants. Alors, ChatGPT, est-ce que tu es plutôt fasciné ou apeuré ? Alors, je l'ai utilisé une première fois où je me suis dit ça sert à rien, une deuxième fois où je me suis dit c'est génial, et aujourd'hui je forme toutes les équipes de la boîte pour dire c'est l'avenir. Le dernier livre que tu as lu, si tu en as lu un récemment ? Alors, je lis en ce moment le livre Pause de Alexandre Marx. Qui vient de sortir. Qui vient de sortir à l'instant. Oui, de la EPIC, la fondation EPIC. Exactement. Super. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. Merci. Au revoir.